Vous aimez que l'on vous raconte des histoires? Moi aussi. Jean-Pierre Vernant, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous a reçus chez lui, à Sèvres, près de Paris, et nous a raconté les fabuleuses histoires de la mythologie grecque. Aujourd'hui, la naissance de l'univers. Jean-Pierre Vernant, merci de nous accueillir chez vous. Vous avez 87 ans et vous avez consacré la majeure partie de votre très longue vie à la mythologie grecque. Alors, un peu brutalement, qu'est-ce que c'est que la mythologie et à quoi ça sert? Ah, question difficile. Il faudrait que je vive encore très vieux, beaucoup plus vieux, pour y répondre. La mythologie, pour nous, la mythologie grecque, il y a eu des grands débats, ce sont essentiellement des récits, des textes sur des personnages légendaires ou sur des divinités grecques anciennes que nous connaissons à travers des textes du genre l'épopée, les tragiques, les historiens, les commentaires de toutes sortes, ou Hésiode, qui est un poète béotien, disons du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc période très archaïque, et qui a écrit en particulier un grand poème intitulé La Théogonie, Théogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, et où il nous raconte comment le monde s'est constitué à partir de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire rien, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait encore rien du tout? Et c'est ça qu'il apporte comme réponse. C'était le néant, en quelque sorte. C'était ce que les Grecs appellent, je donne le nom grec, chaos. Chaos, d'où est tiré notre nom, le chaos, mais qui est quoi? Au départ, ce qu'il y eut d'abord, chante Hésiode, c'est la béance, une espèce d'ouverture béante immense, gigantesque, où tout est englouti, un vide obscur, indistinct, où il n'y a pas de direction, il n'y a pas de fond. Si on était happé par cette béance originelle, on tomberait indéfiniment sans jamais trouver de fond, parce qu'il n'y a pas de fond, aucun rayon de soleil, rien de distinct. Vraiment, l'illimité et l'indistinct. Une sorte d'immense gueule aveugle, complètement aveugle. Aveugle, il n'est pas question Dieu, un gouffre béant. Un abîme. Un abîme. C'est ça qu'il y a d'abord, et ensuite naît, apparaît, se produit Gaïa, c'est-à-dire la terre avec un grand T, la déesse ou la puissance terre. Alors elle apparaît, au fond, au milieu de la béance, et d'une certaine façon, comme nous le verrons, encore rattachée à la béance. La terre, Gaïa, d'une certaine façon, c'est le contraire de la béance. La béance, c'est un trou, un vide obscur où rien n'a de forme. La terre, c'est un plancher déjà. C'est quelque chose de solide, où on peut marcher, où les hommes marcheront, les animaux, les dieux, les montagnes. C'est une espèce de chose très solide. Et à la surface de la terre, tout est dessiné, tout est distinct. Bref, d'une certaine façon, ce qui tout d'un coup surgit au sein de la béance, après la béance, c'en est le contraire, mais pas tout à fait. Parce que la béance, sur quoi elle repose? Elle repose sur chaos. Elle a des espèces de racines qui descendent en bas, dans un monde qui est obscur complètement, et qui plonge dans cette béance, parce que ces racines, elles sont d'une certaine façon illimitées. Au fond, Terre s'appuie sur béance, et elle contredit béance en donnant une forme, un plancher, une assise à tout ce qui va apparaître après. Et en même temps, un troisième élément apparaît, que les Grecs appellent Eros, amour, pulsion érotique. Mais cet amour, à ce stade, il n'est pas encore ce que vous et moi nous appelons amour, et qui implique qu'il y ait deux sexes, qu'il y ait une bisexualité, du féminin et du masculin, opposés l'un à l'autre, s'attirant l'un l'autre et s'unissant l'un à l'autre. Pourquoi? Chaos, béance, c'est un nom neutre.
Gaïa, c'est un nom féminin, c'est une dame, Gaïa, une immense géante qui occupe tout l'horizon. Une mère. C'est une dame. Elle sera en même temps une mère universelle. Au fond, tout est sorti du sein de Gaïa. Mais Gaïa, elle n'a pas de partenaire masculin. Il n'y a pas encore de masculin, de mâle. Donc, quand elle va engendrer en effet, elle va engendrer deux êtres qui sont ses compléments. D'abord, ce que les Grecs nomment Ouranos, ciel, et même ciel nocturne, ciel étoilé, une grande voûte, un grand dais sombre qu'elle crée. Et elle crée en même masculin. Et elle crée en même temps un autre être masculin, qui est son complément et son contraire, et que les Grecs appellent Pontos, flot marin, mais au fond toutes les eaux. Alors, flot marin, l'eau est fluide, on ne peut pas la retenir, elle s'écoule, tandis que la terre, c'est ce qui est massif, ce qui a une forme, et qu'on ne peut pas faire glisser entre ses doigts. Donc ça s'oppose. Mais alors, on a perdu Eros en route. C'est une sorte de poussée de l'univers. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle crée Ouranos et Pontos, elle les crée à partir de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas d'union sexuelle. Eros, c'est cette pulsion qui fait que dans le monde, les choses ne restent pas immobiles, stables, fixes. Il y a une sorte de dynamique. Et Terre, elle est faite pour engendrer. Et quand elle n'a pas de partenaire, elle engendre en portant au jour, en faisant apparaître à la lumière ce que déjà dans ses profondeurs, elle portait en elle-même. Alors elle porte Ouranos. Ouranos, le grand ciel. Imaginons Terre comme une immense géante étendue à terre, là, sur le dos, avec Chaos en dessous d'elle, et au-dessus, étendue sur elle, elle a créé Ouranos, exactement semblable et égal à elle-même. Il n'y a pas un morceau de terre que le ciel ne recouvre. Et Ouranos, il n'a pas d'autre activité que sexuelle. Il est vautré sur Gaïa, sur Terre. Il la couvre en permanence. Il la couvre en permanence. De temps en temps, il s'écarte. Mais entre les deux, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de lumière, c'est la nuit. Et il se livre à cette activité sexuelle incessante. Lorsque le féminin a engendré le masculin, on peut dire que ce masculin n'a pas d'autre horizon que de remplir son rôle de mâle. C'est le coitus non interruptus, là, alors. Alors ça, vous pouvez le dire, il n'est pas interrompu du tout. Il est si peu interrompu que les progénitures que maintenant Gaïa va porter des œuvres de ciel ne peuvent pas sortir, parce que Ouranos, si je peux dire, bouche le passage en permanence. Et donc toute une série d'enfants d'Ouranos et de Gaïa, qu'on va appeler ensuite les titans, plus d'autres êtres, les cyclopes et les hécatonchères, c'est-à-dire les 100 bras, des espèces de monstres primordiaux, sont dans le giron de Gaïa, où ils se pressent sans pouvoir sortir. Elle doit en avoir marre. Elle n'en a plus que marre. Gaïa, d'abord, elle souffre, parce que ils sont à l'étroit dans son ventre, et par conséquent, ils la dilatent, ils la font souffrir. Elle s'adresse donc à ses enfants, au sein de son ventre, en elle-même, pour leur dire, écoutez mes enfants, à peu près, votre père Ouranos se conduit d'une façon scandaleuse, injurieuse, il nous fait du mal, il faut le châtier. Bien entendu, tous ces enfants sont pris de terreur devant cette espèce d'énorme monstre sombre qu'ils voient au-dessus de leur mère et qui bouche toutes les issues. Un seul, le dernier des titans, Cronos, le plus malin, le plus fourbe, le plus ambitieux aussi, dit à peu près à sa mère « Je suis prêt à faire ce que tu me diras ». Alors elle invente une ruse, c'est ça? Oui, elle invente une ruse, elle lui donne une forme, elle invente ce que les Grecs appellent une harpée, une faucille courbe, en acier, parce que dans ses profondeurs de ventre, elle peut en même temps construire de l'acier, et elle donne ça dans la main droite de Cronos. Elle le met en guetteur, vigilant, à l'endroit où Ouranos va venir
pour pénétrer la mer, et Cronos tient la harpée, la faucille dans la main droite, et quand Ouranos s'avance, il attrape les parties sexuelles d'Ouranos, Les bourses. et il les tranche. Et une fois qu'il les a tranchées, sans regarder en arrière, il les jette par-dessus son épaule, et de cette bourse, les gouttes de sang tombent sur la terre, et le sexe lui-même, jeté plus loin, tombe dans flot marin, dans la mer. Alors, cet acte, il a comme première conséquence que Ouranos pousse un hurlement de douleur et qu'il s'éloigne de Gaïa, qu'il s'éloigne et qu'il va se fixer dans les hauteurs du monde où il ne bougera plus. Et ainsi, entre la terre et le ciel, un espace s'est créé, s'est creusé, un espace où, nous le verrons, les êtres trouvent le moyen de naître, de voir la lumière, d'être visibles, de se développer. C'est pas seulement un espace en fait qui est créé, c'est aussi un nouveau temps. C'est un espace qui est créé et c'est aussi un nouveau temps. Pourquoi? Parce que tant qu'Ouranos restait vautré sur Gaïa, il n'y avait pas de génération successive. Les enfants, les fils de Gaïa et d'Ouranos, de terre et ciel, restaient cachés dans le ventre de leur mère. À partir du moment où ils viennent à la lumière, ils vont eux-mêmes se développer dans l'espace, ils vont unir les uns aux autres et créer une nouvelle génération. Et voilà tout d'un coup que ce monde dont Gaïa est le plancher, dont maintenant il y a un plafond, lumineux ou nocturne, ce monde-là va être un monde qui va sans cesse connaître des vagues successives de générations. L'espace est ouvert, le temps est débloqué. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que Ouranos, furieux d'avoir été ainsi mutilé, d'avoir ainsi été cloué à sa place de ciel sans pouvoir rejoindre la terre maternelle, Ouranos lance contre ses enfants une invective en leur disant, il les appelle, vous serez des titans, vous êtes par conséquent des êtres d'une certaine façon sous le coup d'une malédiction, parce que vous avez porté atteinte à ce que représentait votre père. Et cette malédiction, elle va courir et elle va prendre plusieurs formes. D'abord, les gouttes de sang du sexe d'Ouranos qui sont tombées sur la terre, avec le temps, avec le cours des générations, vont donner naissance à une série d'êtres, en particulier à ces êtres qu'on appelle les Érénies, et qui ont pour fonction de faire payer aux enfants ou aux parents les fautes commises contre le père ou les consanguins. Les Érénies, c'est celles qui se souviennent des forfaits, en quelque sorte. Elles, dans ce monde qui est maintenant un monde livré au temps, aux générations successives, elles sont la mémoire des fautes, elles ne pardonnent pas et elles feront payer ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité de la génération antérieure. Et en même temps qu'elles, d'autres personnages arrivent, les géants, qui sont essentiellement des combattants, des guerriers, et aussi des nymphes qu'on appelle les Méliailles. Les Méliailles, ce sont les frênes, ce sont les arbres dont on fait les lances, les armes guerrières, c'est-à-dire un trio d'êtres qui représentent dans le monde la vengeance, le souvenir des injures qui vous ont été faites, la violence, le sang, le meurtre, la guerre, le combat, la désunion. Il y a un mot grec pour dire cela, c'est le mot héris, la discorde, le fait qu'au sein de ce qui devrait être uni, la violence tout d'un coup se déchaîne. Héris, c'est le contraire de Héros? D'une certaine façon, ces mots se répondent, mais ce sera le contraire d'Héros. Pourquoi? Parce que du goutte du sang d'Ouranos, voilà ce qui est né. Mais en même temps, le sexe d'Ouranos est tombé dans la mer et il a flotté et par un mélange du sperme qui se sort de ce sexe mutilé et qui se mélange à l'écume du flot, à l'écume de la mer, va naître une créature merveilleuse et qui s'appelle Aphrodite,
celle qui est née justement de cela. Et cette Aphrodite, qui est la déesse de la beauté et de l'amour, elle va, portée par les vents, arriver jusqu'à l'île Chypre où elle est née. Elle va sortir de l'eau, elle va aborder sur le rivage, et au fur et à mesure que sur le sable, elle s'avance, les fleurs. Et elle est suivie, encadrée, de deux divinités, Eros, que nous avons vues, et Himéros, amour et désir. Et par conséquent, cet acte qui a en quelque sorte constitué les bases du cosmos, un plancher, un gouffre souterrain et un ciel. À partir de là, on a, par la malédiction en même temps, cet acte qui était nécessaire pour qu'il y ait de l'espace et du temps, mais qui est en même temps une faute. Tout commence par une faute féconde, mais faute, une culpabilité. À cause de cela, on va avoir en même temps des puissances de discorde, d'Éris, et une puissance d'amour d'Aphrodite. Il va y avoir des mâles et des femelles qui vont tendre à se rapprocher, mais en même temps, il va y avoir des discords. Le monde que nous allons avoir, sous le signe d'un acte nécessaire, celui de Chronos, qui écarte, qui fait que les choses peuvent venir, qui fait que maintenant il y a du temps, il y a des générations successives. Il y aura pour les hommes la vie et la mort après. En même temps, cet acte a un côté, il rompt une espèce d'immobilité, et par là même il met les choses en mouvement, et le mouvement implique à la fois le bien et le mal. Il est à la fois libérateur et c'est un forfait. En même temps, c'est un libérateur et c'est un forfait. Alors les choses sont déjà assez claires. C'est pas tout à fait fini parce que de chaos, de cette béance, il y a des enfants qui ne vont s'unir avec personne. Une lignée qui, dans le monde, Gaïa, Ouranos, Pontos, ils vont s'unir de nouveau, ils auront des enfants qui s'uniront. Tout ça est toujours incestueux au départ. Tout ça, bien sûr. Par la force des choses. Et on ne peut pas faire ça. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Et quand on n'est pas nombreux, il faut s'entendre. Bref, cet inceste n'est pas scandaleuse. Parce qu'il faut choisir entre l'absence de génération et l'inceste. Alors, Chaos engendre d'abord une double, un mâle et une femelle. Érébos et Nux. Érébos, l'érèbe, c'est le noir absolu. Il n'y a pas le moindre blanc, pas le moindre rayon de lumière. Et puis, il est masculin. Nux, c'est une dame, c'est la nuit. C'est la nuit, mais si Érébos est à part de toute lumière, Nux va elle aussi avoir des enfants, comme Gaïa, sans s'unir à personne. Et les enfants de Nux, c'est Aether, l'éther est lumineux, et le jour éméré. C'est-à-dire que nuit engendre, comme fait Gaïa avec Ouranos, quelque chose qui la complète et qui est son contraire. Alors on a d'une part Érébos, le noir absolu, le monde d'en bas. On a au contraire Aether, enfanté par nuit, qui est le lieu où les dieux vont résider, où il n'y a jamais une ombre, jamais un nuage, jamais la moindre noirceur, perpétuellement une lumière totale. Et puis il y a Éméré le jour, c'est-à-dire quelque chose qui va jouer avec Nux, comme Éris et Eros vont jouer. La nuit, elle crée le jour. Et ensuite, quand elle l'a créé, ils vont continuellement se suivre, se rencontrer à ce qu'on appelle les portes de la nuit, se saluer comme ça, sans jamais se parler ni se toucher. Pourquoi? Parce que là où il y a la nuit, il n'y a pas le jour. Là où il y a le jour, il n'y a pas la nuit. Mais il n'y a pas de nuit sans jour. Et il n'y a pas de jour sans nuit. Désormais, le ciel que nous allons voir sera de temps en temps un ciel lumineux, et tout à fait en haut, un éther complet, et d'autres fois, ce ciel qu'il était à l'origine, sombre, nocturne, où il n'y a pas de lumière, et tout cela va se succéder dans une sorte de mouvement ininterrompu de genèse. Alors, nous en sommes là, les fondements du cosmos
sont placés. Et ce qu'on doit comprendre au départ, c'est que dans cette vision, me semble-t-il, dans cette vision qu'ont les Grecs, le problème qui était posé, c'était le problème de mettre en place une assise du monde qui permette de comprendre que les dieux Chronos et les titans qui sont maintenant là à la lumière. Ces tout premiers dieux, quoi. Les tout premiers dieux, qui sont en quelque sorte la scène est dressée, les dieux sont là, de comprendre qu'ils vont se trouver dans un monde qui déjà, pour eux, est un monde compliqué où il faut prendre des décisions qui sont dangereuses et pourtant nécessaires, où il y a de la haine, de la rivalité, de la méfiance et en même temps de l'accord, de l'attrait, de l'attirance. Et que ces dieux, ils voient le monde, ils vont aller se porter en haut des montagnes et par conséquent le plus près de l'éther possible. Mais le monde qui a juste à la surface de la terre, où la nuit et le jour se succèdent, où l'amour et la haine se mêlent, où le masculin et le féminin sont présentés, ce monde ne leur est pas absolument étranger. Et par conséquent, d'une certaine façon, la suite de l'histoire, ça va être, maintenant que nous avons le monde de chaos, le Tartare, brumeux, indistinct, nocturne, là, sous la terre, le plancher ferme où nous pouvons marcher, le flot qui vient entourer la terre et qui, d'une certaine façon, pénètre aussi à l'intérieur et fait pousser les choses, et le grand ciel. On a un monde qui est en quelque sorte déjà clos, mais où on sent qu'il va se passer quelque chose qui ne sera pas facile, et qui est quoi? Qui est le fait que maintenant, il faut continuer le mouvement de départ qui a été donné, et que les dieux vont avoir un rôle à jouer, que le problème maintenant, ça va être comment les dieux vont, de cette espèce de décor, faire véritablement un monde où les hommes auront leur place, les animaux leur place, et où eux auront aussi une place entièrement à part. En fait, on est allé du désordre à l'ordre, et il va s'agir cette fois de maintenir l'ordre. On est allé de l'indistinct, de l'illimité, du confus, de la nuit, à quelque chose qui avait une forme précise, une assise, de stable, un décor qui est planté, qui est là. Et maintenant, il faut le remplir, le temps est débloqué, l'espace est ouvert, et, si je peux dire, la scène du monde, les dieux l'occupent, et le grand problème, ça va être, qui est le souverain de ces dieux? Quel ordre va-t-il instituer? Comment, dans cet ordre, il va y avoir une stabilité qui fait qu'en dépit du mouvement des générations, c'est pas le retour au chaos. Comment ce monde ne retourne pas à la confusion, à l'indistinction originelle d'où il est sorti. Ces histoires magnifiques que vous racontez admirablement et qui font vraiment rêver, elles posent les questions suivantes. Comment est-ce que ces mythes se sont transmis? Comment est-ce que ces mythes se sont établis? Comment est-ce qu'ils se sont constitués? Comment est-ce qu'ils se sont conservés? Alors écoutez, ce mythe-là, comme je vous l'ai dit, il a été transmis tout simplement. C'est un texte d'Hésiode. Nous le savons, nous avons d'autres textes. Il y a d'autres théogonies que celle-là. Il y a les théogonies dites orphiques, marginales un peu, où c'est Nux qui est l'élément primordial, la nuit. Il y a d'autres théogonies, celle de Phérécyde de Syros aussi. Enfin, celle d'Hésiode, elle est en quelque sorte... Je ne dis pas, il n'y a pas d'orthodoxie religieuse chez les Grecs, il n'y a pas de dogme. Ce n'est pas une religion intellectuelle avec des dogmes. Mais cette façon de voir, à travers ce texte qui a été reproduit indéfiniment, puisqu'il nous est parvenu, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement à l'époque archaïque. Oui, mais avant d'être reproduit, c'était une tradition orale. C'était une tradition orale, mais nous ne pouvons pas l'atteindre, puisque cette tradition orale, nous ne la connaissons qu'à travers les textes qui l'ont fixée. Exactement pareil pour l'Iliade et l'Odyssée, et pour d'autres chants épiques que l'Iliade et l'Odyssée. Nous n'en avons que deux. Nous savons qu'au départ, c'était des poètes, des aèdes, qui chantaient devant des publics divers,
et qui chantait des textes très longs qu'il savait par cœur, mais qu'en même temps il improvisait. Tant qu'on n'a pas d'écriture, tant qu'on est dans des civilisations orales, la mémoire de cette culture, elle est précisément incarnée dans des personnages qui sont ces chanteurs, qui font un véritable dressage de la mémoire, qui apprennent, grâce au rythme, à pouvoir... Ils ont entendu ces chants, ils les reproduisent, ils peuvent les modifier. On sait aujourd'hui très bien que cette tradition orale de grands chants épiques, qui va constituer ce que nous appelons un grand élément de la mythologie grecque, ils sont toujours en même temps récités par cœur, par conséquent reproduits par mémoire, et en même temps toujours variés. Tant qu'on est dans l'oralité, ça n'est pas fixé, ça n'est pas absolument mort. Au VIe siècle, nous savons qu'au moment sous les tyrans d'Athènes, nous savons qu'on convoque un certain nombre de représentants de ces chanteurs et qu'on leur donne comme tâche d'écrire précisément, de coudre morceau par morceau tous les chants pour en faire une sorte de texte un peu officiel. À ce moment-là, on a une tradition qui est beaucoup plus fixe et aussi beaucoup plus figée, qui va donner lieu à un autre type d'activité que celle des Aèdes. Ils chantent, et suivant que c'est une grande fête ou un petit public, suivant que c'est à Sparte ou Athènes, ils varient, ils ne choisissent pas les mêmes morceaux, ils choisissent en fonction du public. Il y a donc des variantes. Il y a improvisation et création en même temps. Tandis que quand on a le texte, non. Il y a le texte, et alors il va y avoir des commentaires du texte. Il va y avoir des réflexions sur le texte, pour penser que peut-être ce morceau-là n'est pas authentique. Des gloses. Donc on est dans deux systèmes différents. Et ce que nous appelons les mythes grecs, c'est à l'origine ce que les Aèdes ont chanté, ce qui a été à un moment donné fixé par écrit, et ce qui, à l'époque plus tardive, à l'époque hellénistique ou gréco-romaine, va faire l'objet de commentaires et de reprises d'un certain nombre de gens qui veulent en quelque sorte renouer avec la tradition classique la plus connue, celle du 5e, du 4e siècle. Pour les Grecs, les mythes, c'est une histoire juste ou c'est juste une histoire? Peut-être c'est une histoire juste, mais c'est pas une histoire au sens de l'historien. On peut dire que c'est au 5e siècle. Au départ, le mot mythos est synonyme du mot logos. Mythe et raisonnement, ce sont deux récits. Et c'est au 5e siècle que, comme il y a un certain nombre 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Qu'un certain nombre d'historiens, Hérodote avant lui Hécatée, et puis surtout Thucydide, vont prendre leur distance avec ces récits que tout le monde connaissait, que tous les enfants apprenaient par cœur, pour écrire des histoires d'un autre genre, comme Thucydide, qui va écrire l'histoire de la guerre du Péloponnèse à laquelle il a assisté. Et il va expliquer que cette enquête, parce que le mot historien veut dire enquête, cette enquête qu'il mène et qu'il rédige, elle a ceci de particulier que tout ce qu'il raconte, il l'a vu lui-même. Il y a assisté, où il rapporte les propos qui ont été tenus par des gens qui ont été les témoins. Et que par conséquent, lui, ce qu'il fait dans son historia, dans son enquête, c'est quelque chose qui est très différent de ce que font les poètes ou les tragédiens qui font des choses très belles à entendre, mais dont il n'y a aucune espèce de garant. Ça n'est pas vrai, ce n'est pas une valeur de témoignage. Et par conséquent, on va appeler mythe tous ces récits qui se rapportent à un temps qui n'est pas le vrai temps historique des cités auquel l'historien a assisté. On va dire ça, c'est du mythe. Et pourtant, quand on vous entend raconter la cosmogonie, on a l'impression que sans ces histoires fabuleuses, il n'y aurait d'une certaine façon ni de savoir, ni de sagesse. Je suis tout à fait de votre avis. Savoir, sans aucun doute, même la science grecque, d'une certaine façon, elle reste, comment dirais-je, branchée sur ces récits. Mais en même temps, elle rompt avec ces récits. Elle rompt avec ces récits parce que, de même que l'historien va considérer que ne peut être admis comme vrai que ce à quoi on a assisté soi-même,
et que les histoires d'Achille, d'Hector, ou de Dionysos, ou de Persée, on va savoir, mais personne, il n'y avait pas de témoin pour le raconter. Les gens qui racontent ça, c'est une tradition orale. Donc, de la même façon pour la science, il va y avoir un moment où les Grecs vont abandonner des explications du monde à partir de puissances, le ciel, la béance, Gaïa, pour avoir des notions beaucoup plus précises, essayer au fond de décrire la naissance du monde à l'origine à partir des expériences auxquelles ils insistent eux-mêmes, utiliser la clepsydre, utiliser des choses qu'on fait tourner et où les parties lourdes vont rester à un endroit, les parties au contraire plus légères se dégager. Ils vont essayer d'avoir des schémas explicatifs beaucoup plus proches de l'expérience quotidienne. Et surtout, ils vont considérer, et ça c'est tout à fait autre chose, que est vrai du point de vue de l'épistémètre, de la connaissance, ce qui obéit à un raisonnement rigoureux, les mathématiques. C'est-à-dire que pour eux, la vérité, c'est celle d'un discours qui est absolument cohérent d'un bout à l'autre. On part de définitions, on part de postulats, et on montre comment le raisonnement aboutit nécessairement à un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que le vrai en mathématiques, d'une démonstration, n'est pas vrai une démonstration parce qu'elle est conforme au réel. Ce que je dis sur le triangle, ça ne vient pas de ce que c'est conforme au triangle réel. Pourquoi? Parce que la ligne sur laquelle je raisonne, l'espace triangulaire sur lequel je raisonne, le point sur lequel je raisonne, c'est pas celui que je dessine, c'est un point idéal. C'est-à-dire c'est un concept. Mon concept de point, je ne peux pas le faire matériellement. Parce que si je le fais matériellement, il n'est plus vrai, puisque mon point ne doit avoir aucune épaisseur. Ma ligne doit être absolument droite. Donc c'est l'idée d'une vérité qui n'est pas calquée sur les choses, ni relève de la poésie, mais qui est inscrite dans la rectitude même du raisonnement.